À la fois à Najaf, à Doua, cette introduction. Moi aussi, tant qu'à faire, je vais faire une petite introduction. Faut vous dire que chaque fois, c'est vraiment un plaisir de venir au Maroc, et en particulier à Rabat. Najia, on s'est connus en 1900. Non, on ne va pas le dire la fin. On ne va pas dire la fin parce que ça nous a fait il y a quelques années, on va dire. Hein, et moi, ce qui me fait plaisir, c'est le nombre aussi, quand je regarde les têtes et le nombre de personnes qui ont malheureusement subi une année à Cochin. Et ça a parfois été difficile pour eux. Et pour deux choses quand même, pour rebondir sur la mesure, Najia a dit dans mon CV, elle l'a résumé en 2 chiffres. Et pour rappeler ce que m'avait appris à mort, mais en fait qu'il avait pris lui-même de Galilée, hein, mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne l'est pas. Hein, réfléchissez à ça et vous verrez que c'est possible en médecine de ça. Ce qui fait que votre CV, c'est 2 lignes. Vous tapez PubMed et vous regardez combien de fois votre nom a été cité. Et la deuxième chose, c'est le H-index qui comprend non seulement les publications que vous avez faites, mais le nombre de fois où les autres vous ont cité. Ce qui fait que et généralement, effectivement, je ne m'étais pas rendu compte de ça, si vous dépassez la barre des 80, à ce moment-là, vous allez être attiré, vous allez recevoir plein d'emails. Vous savez par qui? Par des gens qui s'occupent d'investissements financiers dans la santé. Et je reçois plein ça fait partie de ce qu'ils appellent les influenceurs internationaux. Donc regardez, votre CV, 2 lignes. Et ça représente la mesure, nombre de citations que vous avez dans PubMed. Donc c'est facile, hein, vous mettez votre nom, PubMed. Sauf si vous appelez Dupont en français, vous avez plein de Dupont ou Smith. Quand vous appelez, il faut quand même faire attention. Et en particulier Christian Roux, ça peut c'est plus. Et ça c'est la première chose. Ce que je voulais dire aussi, en termes d'innovation, et quand vous parliez vous avez été impressionné par de dire que, au lieu d'écrire va bien, d'écrire autre chose, j'arrive quand même, j'ai fait quelques années là-dessus. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on soit arrivé au bout. Et je pense quand même qu'il y a on dirait en anglais room for improvement. Je suis pas sûr que n'importe quel médecin, rhumatologue, libéral ou hospitalier dans sa consultation suive une procédure standardisée et suive encore, on a fait beaucoup d'études, par exemple à Paris, auprès des rhumatologues libéraux, la probabilité en 2015 de trouver un BASDAI chez un malade souffrant de spondylarthrite venant consulter un rhumatologue parisien était de 29%. Donc, sur 100 consultations, quand on regardait ce qu'avait écrit le rhumatologue, hein, la probabilité de trouver le BASDAI, 29. Si vous demandez dans un hôtel, est-ce que vous collectez le BASDAI dans spondylarthrite, tout le monde lève la main. Mais combien de gens le font? Donc il y a un gap entre ça. Bon, ceci dit, on va parler de cas cliniques. En fait, j'en ai pas préparé 2, j'en ai préparé 3. Je pense qu'on fera pas les 3, on s'arrêtera aux 2, parce que c'est un lien avec aussi ma présentation en plénière sur le bilan, entre guillemets, d'une spondyloarthrite axiale récente, et sur quelque chose dont on en discutera dans la session plénière qui me tient beaucoup à cœur, c'est comment envisager l'organisation de la rhumato hospitalière ou dans un centre dans l'avenir. Je l'avais commencer à Marrakech, on en avait discuté un petit peu. Enfin, pour terminer mon introduction, juste une petite chose, c'est que j'ai peur que les jeunes ne sachent pas regarder les choses. Je m'explique. Combien d'entre vous se sont posé la question pourquoi vous êtes ici? Et disait ça. Comment c'est possible que l'âme rare, ça s'appelle? Pourquoi l'âme rare? C'est quoi l'âme rare? Pourquoi faire ça? J'ai discuté avec Najia, et c'est important, vous allez voir pourquoi. En fait, Najia s'est rendu compte, il y a quelques années, que grâce au travail effectué par les internes, de temps en temps, ils soumettaient un abstract à la Société française de rhumatologie, et de temps en temps, ils gagnaient un prix pour aller à Paris et de l'argent. Et l'argent allait à la personne. C'est pas très logique quand ça vient d'une équipe, d'où l'idée de Najia de créer non pas, de dire avec l'équipe, ok, tout l'argent maintenant ira dans une association à but non lucratif, qu'on appelle en France, je ne sais pas si c'est pareil au Maroc, loi 1901, association à but non lucratif. Mais imaginez la volonté qu'il faut pour quelqu'un qui est chef de service
qui peut se garder l'argent pour lui, d'accepter de créer une association à but non lucratif, quand on est en 1980 ou 90. Ça paraît bête aux jeunes, hein. Vous avez deux possibilités quand vous gérez un service. Soit vous dites, je crée une association qui va être gérée par un trésorier, je sais pas, vous êtes de plusieurs dans cette association, et on va gérer de manière transparente l'argent, versus, je suis le patron, je prends l'argent. Et grâce à la volonté d'une personne, programme fait, et maintenant, vous pouvez vous retrouver dans cette pièce. Sinon, vous ne pourriez pas. Et j'imagine que c'est comme ça, l'argent rentre d'un côté et il est distribué de l'autre côté avec des décisions qui sont prises par un bureau. Mais je dis ça parce que je connais quelques pays qui sont très très voisins du vôtre, où c'est l'autre scénario qui est en cours. Où c'est l'autre scénario. Et donc à chaque fois, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Alors, ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai préparé donc trois. On va commencer par Talalji. Donc, je prends ce micro-baladeur exprès parce qu'il va y avoir des questions tout le temps. Il y a deux micros, là. Sans micro, vous l'entendez? Avec micro, c'est mieux. Donc, avec micro, c'est mieux. Donc, si vous posez des questions, c'est pareil. Donc, il faudra qu'il y ait une ou deux personnes qui soient là pour distribuer les micros quand les gens vont vouloir poser des questions. Parce que moi j'ai des questions et j'ai pas toujours la réponse. Alors, le premier est celui-ci. Un homme de 23 ans, c'est de la sémiologie toute bête, hein. Voilà. Un homme de 23 ans vient vous consulter pour une douleur du talon droit évoluant depuis 3 semaines. Et voilà les questions que je vais vous poser. Si je viens vous, enfin, j'ai pas 23 ans, mais si 3 ans que je vienne vous voir, quelles sont les données de l'interrogatoire qui vous font évoquer le diagnostic d'une enthésite? Qu'attendez-vous à trouver à l'examen physique de l'arrière-pied? Quelles sont les informations obtenues par simple interrogatoire qui sont évocatrices de spondyloarthrite? Et demandez-vous des examens complémentaires pour confirmer le diagnostic d'enthésite et quel traitement proposez-vous? Donc on va essayer d'aller. Alors, quelle heure il est là? Donc on doit 10h30, à quelle heure? 10h30, on s'arrêtera à un moment donné. Quels sont d'après vous, je vous pose, c'est tout con, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de blanc et noir, hein. C'est qu'est-ce que vous posez comme question? Mais docteur, j'ai mal au talon. Donc le rythme des douleurs. Qu'est-ce que vous attendez dans votre tête où est-ce qu'ils sont les micros? Qu'est-ce que vous attendez dans votre idée de dire s'il me répond ça, je vais plutôt évoquer une maladie mécanique, s'il me répond ça, je vais plutôt évoquer une maladie inflammatoire. Hein? Ah oui, oui. Les anciens en dernier, ouais. Pas. Comme ça, on va nommer des répondeurs aux questions. Mais ayez de bonnes réponses, alors, de toute façon. Non, si vous posez la question comme ça, si moi j'entends, je répète la question. Parce que Fadoua l'a fait, je peux le faire aussi. Ouais? Normalement, on demande le rythme, la douleur. Est-ce que c'est une douleur qui est nocturne, qui est réveilleuse, le soir? Est-ce qu'il y a une réveilleur matinale? À ce moment-là, on va penser que plutôt on est devant une pathologie inflammatoire. Sinon, c'est l'inverse, plutôt on va penser à une pathologie mécanique. Alors, c'est vrai. En rhumatologie, c'est vrai. Réveil nocturne, dérouillage matinal, c'est inflammatoire, sauf dans 2 localisations. Bon, ou 3. Le rachis cervical, l'épaule et le talon. Parce que rachis cervical et épaule mécanique peut faire mal la nuit. C'est normal parce qu'on se tourne dans le lit, donc ça réveille. Si vous avez un torticolis, vous aurez mal la nuit. Au pied, que ce soit les MTP dans la polyarthrite, les métatarso-phalangiennes, ou que ce soit les talons dans la spondylite. Douleur inflammatoire, c'est très très rare que ça réveille la nuit. Hein? Mais par contre, c'est le matin, au premier pas. Et c'est ça qui va être, en fait, c'est ça qui doit faire tiquer les gens. C'est-à-dire que c'est la douleur qui est, quand vous vous levez le matin pour aller faire pipi, c'est là que ça fait mal et ça va s'atténuer. Et par contre, ça va s'atténuer. Si vous aviez une fracture du calcanéum, elle s'atténuerait pas, la douleur. Mais par contre, une douleur inflammatoire, c'est exactement la même chose pour les métatarso-phalangiennes. Dans l'atteinte de la polyarthrite rhumatoïde, ça fait des douleurs au premier pas et puis ça s'estompe dans la journée. Et ça c'est juste pour.
Le talon, c'est quoi le talon? Qu'est-ce qu'il y a au talon? Regardez la réponse là, déjà. Donc ça, le rythme est important. Localisation. Hein, il y a deux talons. Il y a le talon, soit vous l'avez, ça se fait mal derrière, soit ça fait mal au-dessous. Donc c'est talalgie postérieure. Donc rythme des douleurs et localisation. Donc avec, on a vu le rythme. Alterner, c'est autre chose. Ça sera, si jamais vous avez un antécédent de la même douleur, mais de l'autre côté, ça c'est une question, là vous rentrez très vite dans le côté spondyloarthrite. Alors, dans la cohorte désir, qui est une cohorte de spondyloarthrite récente, chez un malade qui vient consulter pour lombalgie, ça n'a rien à voir avec talalgie. Il vient consulter pour lombalgie inflammatoire, et au vu de l'interrogatoire et des examens, le rhumatologue pense que cette lombalgie inflammatoire est en rapport à une spondyloarthrite. Au moment de cette consultation, pour lombalgie, la question, est-ce que vous avez déjà eu des histoires ailleurs? Et en particulier des douleurs ailleurs, et en particulier des douleurs du talon. Cohorte désir, à la première consultation avec le rhumatologue, vous voyez qu'à peu près 30% la notion de douleur. « 30% de malades chez qui vous retrouvez une douleur de talalgie inférieure et 20% à peu près une douleur de talalgie postérieure. » Là, je voudrais mettre l'accent sur une chose, c'est l'importance de l'interrogatoire pour affiner le diagnostic de spondyloarthrite, parce que si quelqu'un vient pour lombalgie et que vous trouvez la notion de talalgie inférieure dans les antécédents, ça va vous donner du poids en faveur du diagnostic de spondyloarthrite. Et vous voyez les localisations là, et là ça va poser quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'est de l'anthésite dans les spondyloarthrites. Quand Bernard Amor a publié ses critères en 1990, tout le monde cite la publication dans la revue du rhumatisme de 1990. En fait, moi j'étais chef de clinique à l'époque dans le service, on a été submergé de ce que les médecins nous envoyaient comme spondyloarthrite polyanthésitique. Et que Bernard Amor dit, mais c'est pas des polyanthésiques, c'est des fibromyalgies, ça n'a rien à voir avec la spondyloarthrite. Et parce que les médecins cliquaient sur des boîtes, il a eu l'œil rouge, tac, donc c'est une uvéite. Ah, il a eu mal au talon, donc c'est une anthésite, et ainsi de suite. Et donc Bernard Amor a publié en 1992 un lexique des items de la spondyloarthrite. Et je vous recommande de lire ça. C'est de la sémiologie pure. Et en particulier, il a dit, on ne peut retenir le diagnostic d'anthésite au cours de la spondyloarthrite qu'en cas d'anthésite du talon ou de la tubérosité tibiale antérieure. N'évoquez pas le diagnostic de spondyloarthrite chez quelqu'un qui vient avec une douleur du coude ou de l'épaule. Parce que là, vous vous embarquez dans un truc où ça existe, mais c'est tellement rare que vous allez faire des bêtises. Donc, pour faire le lien entre anthésite et spondyloarthrite, ce n'est que le talon et la tubérosité tibiale antérieure. Quand on a fait les critères de la SAS, j'ai réussi à convaincre Martine Rudvaleit, à côté du tableau que tout le monde cite, de mettre un lexique dans la publication. Le problème, c'est que personne ne lit ce lexique. Personne ne regarde ce qui est écrit à côté. Et en particulier, il y a marqué par uvéite. Uvéite est défini par un épisode ophtalmologique diagnostiqué par un ophtalmologiste. Sinon, vous ne pouvez pas ticker la boîte uvéite. Pour psoriasis, c'est la même chose. Pour Mickey, c'est la même chose. Et à l'heure actuelle, dans les spondyloarthrites, on voit une efflorescence de spondyloarthrite poussée par les firmes pharmaceutiques qui veulent augmenter leur marché de c'est pas des spondyloarthrites, c'est essentiellement des fibromyalgies. Et si vous traitez des fibromyalgies, si vous savez le faire, vous êtes très fort. Moi, je sais pas trop. Résultat, ils sont réfractaires aux AINS. Résultat, et comme ils sont réfractaires à 2 AINS, si jamais quelqu'un a dit que ça pouvait être une spondyloarthrite, on va commencer un anti-TNF. Comme ça va pas marcher, on va lui demander un deuxième. Comme ça va pas marcher, on va lui donner un troisième. Comme ça va pas marcher, on va lui mettre un inhibiteur de DL17. Et après, on les envoie à Cochin.
Donc à l'heure actuelle, moi sur 10 malades, il y a 15 ans, sur 10 malades qui m'étaient adressés pour spondylarthrite, j'en avais 9 qui avaient une spondylarthrite sévère, que je confirmais. Aujourd'hui, sur 10 malades qui me sont adressés pour spondylarthrite réfractaire aux biothérapies, il y en a 9 que je considère ne pas souffrir de spondylarthrite, sur 10. Et c'est partout pareil. Hein, et c'est pour ça que j'ai pris cette observation, c'est simplement pour rappeler aux médecins que la sémiologie est très très importante. Une autre étude, le Maroc avait fait Comospa, je ne me souviens plus. Comospa. Donc Comospa, c'est une étude internationale, il y a une vingtaine de pays qui ont participé, il y a à peu près, je ne sais plus, près de 4000 patients. Et Valérie Nadon, c'est une Canadienne qui était venue à Cochin pendant quelques mois, a fait un travail pour regarder est-ce qu'il y a des clusters, est-ce qu'il y a des groupes de signes qui sont corrélés à la présence d'anthésite. Oui, il y en a, et en particulier un truc, je ne sais pas si c'est vrai au Maghreb, mais ça semble vrai en Amérique latine. En Amérique latine, il y a plus de spondyloarthrite périphérique, arthritique et anthésitique qu'ailleurs. Vous voyez, Amérique latine, quand vous venez d'Amérique latine, vous avez 2 fois plus de chances, quand vous vous présentez à un médecin, d'avoir des signes d'anthésite périphérique que si vous êtes dans le reste. Et par ailleurs, il y a comme s'il y avait une agrégation entre anthésite et arthrite et dactylite. C'est-à-dire que si vous trouvez une anthésite périphérique, le malade est à plus haut risque qu'il ait en plus une arthrite. Hein, et quand on fait l'inverse, on retrouve la même chose. Et il y a des petites choses comme ça. Et bien entendu, on retrouve aussi la notion de psoriasis, que ce soit psoriasis personnelle ou une histoire de famille de psoriasis. Donc si ce gamin là de 23 ans vient avec cette histoire de talent, si vous évoquez une anthésite qui pourrait faire partie d'une spondyloarthrite, et chez lui particulièrement, il faut rechercher la dactylite, l'arthrite et le psoriasis. Deuxième jeune, il est où? Ou elle est où? Qu'est-ce qu'on va trouver à l'examen? À l'examen physique. Ah, il y a une réponse là-bas. Essayez de parler, je vais essayer d'entendre. Ça marche pas le micro. Attendez, parce que là j'ai vraiment du mal. Je vais venir vers vous parce que j'entends rien. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Inspection, palpation, c'est ça? On va commencer par la palpation, par l'inspection. Oui. On va voir s'il n'y a pas de signe inflammatoire en regard. En regard de quoi? En regard du talon, pour de éliminer la partie postérieure et inférieure. Ouais. Les deux. Et vous vous attendez à quoi s'il y a une anthésite? Normalement, on n'a rien, mais c'est juste pour éliminer une autre pathologie. D'accord, donc vous vous attendez à ne rien voir à l'inspection? Normalement, oui. Ouais. Normalement, et anormalement? Achille. Hein? On aura aussi une douleur à la palpation, à la mise en tension. À la pression, hein? Oui, on peut trouver une douleur exquise à la palpation. On peut reproduire la douleur à la mise en tension de l'anthèse. Oui, exact. Et c'est parfait. C'est exactement ça. Et là encore, pour vous rappeler qu'il y a 2 parties dans le talon. Il y a une partie postérieure, une partie inférieure. La partie inférieure chez le gamin de 23 ans, sauf s'il a une pathologie osseuse, c'est assez facile parce que là, il n'y a que le fascia plantaire et l'anthésite, c'est dans cet endroit entre l'os et soit le ligament, soit le tendon, c'est l'anthésite inférieure. En arrière, par contre, il y a 2 parties qui vont nous intéresser dans les rhumatismes inflammatoires. Il y a l'insertion du tendon d'Achille, qui est très très bas. Hein. Le corps du tendon d'Achille, les tendinopathies d'Achille, c'est ici. L'anthésite d'Achille, c'est là, c'est la partie très très basse en arrière. Mais en arrière, vous avez aussi 2 bourses séreuses. Hein. Donc, généralement, quand il y a une anthésite, hein,
c'est impossible de voir quelque chose. Même s'il y a une grosse inflammation, vous ne verrez rien à l'examen clinique. Pourquoi? Parce que l'anthésite, c'est dans cet endroit entre le tendon ou le ligament et l'os, c'est comme un iceberg. 10% de la maladie, c'est dans le tendon ou le ligament, 90% c'est dans l'os. Donc c'est essentiellement une ostéite qu'on va voir, et très peu. Par contre, derrière, si jamais il y a une bursite, à ce moment-là, vous verrez quelque chose. Et si vous regardez la diapothèque de la société Assas, il y a une faute. Enfin, pour moi, il y a une faute. Parce que là où il y a marqué anthésite de l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéum, et là, il y a une flèche. La flèche montre une magnifique bursite, mais pas d'anthésite. Hein? Et est-ce qu'on s'en fout? Je suis pas sûr. Alors je fais, je vais partir un peu en translationnel. Pour moi, il y a deux types de catégories dans les spondyloarthrites. Soit vous souffrez d'une anthésite, soit vous souffrez d'une synovite. Quel est le tissu qui est touché? Si vous souffrez d'une synovite, alors vous pourrez traiter le malade comme ayant une synovite. Et là, la salazopyrine, le méthotrexate, la corticothérapie va être efficace. Si vous traitez une anthésite, là, il vaut mieux mettre des AINS plutôt que de mettre de la cortisone, plutôt que et la salazopyrine, le méthotrexate ne marcheront pas. Et cette notion de synovite versus anthésite, elle est importante. C'est pour ça que quelqu'un qui a mal au talon, c'est important de savoir est-ce que c'est une bursite postérieure, donc synovite, ou est-ce que c'est une anthésite, donc l'inflammation de l'anthèse. Hein. Si vous considérez dans la spondylarthrite que au rachis, l'atteinte axiale, c'est essentiellement une anthésite, hein, c'est l'insertion du ligament commun vertébral antérieur sur les vertèbres qui va donner l'anthésite axiale. Mais là, vous vous dites, moi c'est curieux, moi ma première publication, je dirais, dans les essais thérapeutiques que j'avais fait, c'était la salazopyrine dans la spondylarthrite et on avait trouvé des résultats un peu positifs. Et depuis cette époque, c'est un British Medical Journal 1983, je me suis toujours posé la question, et on va peut-être y arriver aujourd'hui, c'est de se dire que quand vous voyez quelqu'un avec une atteinte axiale de spondylarthrite, 90% c'est certainement une anthésite. Mais dans l'axe du corps, il y a des endroits où il y a des synovites. En particulier dans les facet joints, les articulaires postérieurs, vous avez du tissu synovial. Et donc de temps en temps, dans la spondylarthrite, il y a une atteinte des articulaires postérieurs. Et c'est peut-être là où il y aurait peut-être une possibilité d'efficacité des médicaments comme la salazopyrine ou le méthotrexate. La grande question pour nous, c'est que je ne connais pas un rhumatologue clinicien qui sache différencier une lombalgie ou une dorsalgie en rapport avec une synovite, en rapport avec une anthésite. Donc à l'heure actuelle, dans la cohorte désir, on fait un gros travail pour savoir si on ne peut pas, avec l'IRM, arriver à avoir un sous-groupe de malades qui auraient plus souvent des synovites axiales que des anthésites. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça serait important parce que si ça pourrait avoir des conséquences thérapeutiques, parce que où vous traiterez une synovite axiale, on parlerait dans le futur de synovite axiale versus d'anthésite axiale. Aujourd'hui, grosso modo, quand c'est axial, c'est anthésite. Et donc on jump au-dessus de la salazopyrine, du méthotrexate, et on va de l'AINS aux anti-TNF. Mais s'il y avait des atteintes, si on arrivait à le faire... Alors je vous dis ça parce que dans la cohorte de désir, on travaille avec, en collaboration en partie, il y a un petit jeune de Lisbonne qui s'appelle Alexandre Cipriano, qui fait sa thèse de science avec nos collègues hollandais, et qui a pris la cohorte désir et qui regarde s'il n'y a pas des sous-groupes de malades, et il a trouvé qu'il y avait des clusters avec des agrégations entre synovites et une forme particulière d'atteinte axiale. Donc là, on est en train de travailler là-dessus pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais pour vous dire que dans le talon, on peut avoir des bursites et des anthésites. Bon, ça vous devez connaître par cœur. Hein. C'est ce que Bernard Amor a appelé la porte d'entrée dans le cadre des spondylarthrites. Quelle que soit la porte d'entrée, ici la porte d'entrée, c'est la thalalgie. Vous devez d'abord travailler cette porte d'entrée pour connaître les caractéristiques de cette porte d'entrée, pour savoir si ça peut vous évoquer une spondyloarthrite.
et en particulier pour le talon, chez un homme jeune, inférieur postérieur à l'insertion du tendon d'Achille quand c'est postérieur, survenant le matin au réveil dès les premiers temps et diminuant l'effort, alterné droite puis gauche. Si vous avez ça à l'interrogatoire d'un gars de 23 ans, en particulier le côté alterné, vous n'avez pas besoin de critères de classification, hein. C'est une spondyloarthrite. Ça ne peut pas être autre chose. C'est la même chose si vous rentrez par uvéite. Si vous avez une diagnostic d'uvéite antérieure aiguë, qui réagit aux corticoïdes et qui est alterné, c'est-à-dire un épisode à gauche, un épisode à droite, discuté avec Jim Rosenbaum de Portland, il n'y a pas d'autre diagnostic que spondyloarthrite. Et il sera B27 positif. Donc je veux dire par là, de travailler cette étape-là suffit à apporter le diagnostic de spondyloarthrite. Alors je mets ça en exergue pour dire que quand vous voyez des critères de classification, on est obligé de résumer en une ligne une chose. Par exemple, dans les critères Assas ou Amor, c'est anthésite. Mais en fait, il y a anthésite et anthésite. Il y a l'anthésite où vous n'êtes pas sûr que de rien, et puis il y a celui qui va avoir avec toutes ces caractéristiques. Et si vous avez toutes ces caractéristiques, vous avez le diagnostic. Hein. Et puis vous recherchez d'autres manifestations. Et je voudrais terminer cette observation surtout par ça. Je voudrais demander à un rhumatologue libéral. Qu'est-ce que vous faites chez ce gamin? Vous demandez des examens ou pas? Et si vous demandez des examens pour confirmer le diagnostic ou faire un diagnostic différent, ou éliminer une autre cause, quel examen vous allez demander? Dans votre ARABA, qu'est-ce que vous demandez? Échographie? Ouais. Radio? Ouais. Parce que là, vous avez l'échographe. C'est la raison essentielle. Oula. Hein? Ouais. Dans le diagnostic positif. De voir des signes avec une petite inflammation, une petite atteinte tendineuse. Ouais. Éliminer autre chose? Voir la bursite, ça va. Ouais. D'accord. Vous faites une radio ou pas? Radio de bassin, c'est pour. Oui, ça c'est pour la spondyloarthrite, mais déjà rien que pour faire le diagnostic. Est-ce que vous faites des examens pour diagnostiquer l'anthésite? Oui, vous faites. C'est pas évident. Hein. C'est pas, honnêtement, c'est pas. Si vous êtes sûr de votre coup, c'est-à-dire si vous avez un diagnostic vous êtes à l'interrogatoire, à l'examen physique, vous savez que c'est l'anthésite, honnêtement, ce n'est pas une faute de ne pas demander d'examen. Et je pense pas. Hein. Alors, il y a plein d'examens qu'on peut demander. Aucun examen, aucune investigation. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de réponse noir et blanc, soit des radios standards, soit une scintigraphie osseuse, soit une IRM, soit une échographie. Mais juste, vous rappelez quelque chose. Alors, l'anthésite, là par exemple, vous avez l'anthésite, ça c'est probablement une bursite qui a érodé, et c'est pas une anthésite qui a érodé. Mais c'est vrai qu'au début, il y a quand même une petite érosion osseuse, et après il va y avoir une construction osseuse, c'est là où vous allez avoir l'épine calcanéenne arriver, après même chez un jeune. Mais le plus souvent, on voit pas grand-chose à la radio. Alors peut-être qu'on le fait pour diagnostic différentiel, surtout s'il est très jeune et qu'il n'est pas une ostéochondrite ou autre chose. Hein. Soit l'IRM. Alors l'IRM, l'avantage, c'est que normalement n'importe quel couillon est capable de la lire, parce que c'est de l'eau dans l'os, donc c'est du blanc. C'est beaucoup plus facile à lire une IRM que n'importe quoi. Hein, là, et c'est le même malade. Hein, et vous avez une belle, soit une scintigraphie osseuse qui va vous montrer l'ostéite, puisque c'est essentiellement une ostéite. Donc c'est. Alors, l'anthèse. Dans mon service, j'ai une jeune Italienne qui est venue me voir il y a quelques années. En disant, Monsieur Ledos, j'ai été formé en Italie par Walter Grassi dans l'échographie, mais je voudrais venir chez vous faire un stage pour la recherche clinique et l'épidémiologie clinique. Et alors j'ai accepté, mais à condition, j'ai OK, je vous trust,
j'achète un échographe, on est dans les années 90, il n'y avait aucun échographe en France, j'achète l'échographe et vous nous apprenez l'échographie. Et moi, là, je vous apprendrai la recherche clinique. Bon, ça s'appelle Maria Antonietta D'Agostino, je ne sais pas si vous la connaissez. Et elle est venue chez nous et elle a fait une étude qui a été, et mon nom est là, elle fait partie des 1008 publications dans Arthritis and Rheumatology, où elle a montré que si quelqu'un vient pour lombalgie, et que vous faites une échographie du talon, si vous avez 75% de cas de trouver des signes d'anthésite au talon, à l'échographie, s'il s'agit de lombalgie à rapport à une spondylarthrite, et seulement 20% de cas d'anomalie d'anthésite au talon si la lombalgie est d'origine mécanique. Et quand vous y réfléchissez, c'est mieux que le typage HLA-B27 en termes de sensibilité et spécificité. Mais j'ai jamais cru. Et en particulier, j'ai toujours douté des résultats. Et comme j'ai douté des résultats avec Xavier Herral, qui lui maintenant a appris, grâce à Maria Antonietta, qui a appris à Xavier Herral, je ne sais pas si vous le connaissez, de faire de l'échographie. Il a appris, puis après on est allé avec l'équipe de Pierre Bourgeois, mais au départ ça a été Maria Antonietta qui est venue à Cochin avec cet échographe. Et après, effectivement, j'ai demandé de refaire cette étude, et de regarder ce qui se passait, mais avec une toute petite différence avec la méthodologie qu'avait utilisée Maria Antonietta, c'est que les malades allaient voir l'échographiste accompagnés d'une infirmière de recherche clinique, interdisant toute discussion entre le malade et l'échographiste. En d'autres termes, pour que l'échographiste soit à l'aveugle du diagnostic du malade. Et ce qu'on a montré est la chose suivante, c'est que si vous faites une échographie, que ce soit en mode B ou puissance Doppler, il n'y a pas de différence entre les patients et les contrôles. Par contre, si vous faites une IRM, paf, là c'est très facile de voir. Donc, mon idée, c'est ce que je fais dans ma pratique, c'est que si je pense à anthésite, et si je dois explorer une anthésite, alors j'explore l'os. J'explore pas le tendon. Alors pour explorer l'os, aujourd'hui, honnêtement, le plus simple, mais si vous y avez accès, c'est l'IRM. Et c'est pas l'échographie. L'échographie, L'échographie, j'en ai très très peur parce que j'en vois plein de ces malades-là qui sont réfractaires à tout et qui ont commencé par polyanthésite, et puis quelqu'un lui a fait une échographie de 14 sites, on trouvait sur 3-4 sites des anomalies à l'échographie, donc c'est une anthésite, donc je mets aux INS, donc je mets aux anti-TNF, et ainsi de suite. C'est le gros danger, parce que si vous dites à une fibromyalgique qu'elle a quelque chose d'objectif, vous êtes foutu. Pas de voir? Non, ils étaient symptomatiques, tous. Sur le plan anthèse. Anthèse, ceux-là étaient, les malades de MADA, non. Ouais. Ceux-là, oui. Symptomatique, anthèse. Oui. Et anthèse, c'était quelque chose. Ici, oui, c'était. Ou past history off, ceux-là. Non, mais c'était le talon ou polyanthèse. Non, talon. Talon, ceux-là. Oui, au départ. Tous. Oui. Eux, ils avaient eu past histoire ancienne de thalassie ou pas. Sinon, vous n'auriez pas 23% de malades avec un œdème osseux. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire, moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est tous si vous faites une échographie à plusieurs anthèses, à une fibromyalgie, vous allez trouver des anomalies. C'est surtout ça le message. Et c'est vrai que c'est très facile, c'est pour ça que je posais la question aux rhumatologues libéraux, c'est très tentant de faire une échographie, mais sachez que vous mettez le doigt si jamais vous trouvez une anomalie, à un fibromyalgique, le fibromyalgique il va s'accrocher à cette anomalie objective. C'est pareil que si vous faites un HLA-B27 à un fibromyalgique, vous prenez un risque. Et en France, et c'est pareil qu'au Maroc, c'est entre 8 et 10% de chances qu'ils reviennent positifs. Donc si vous avez quelqu'un à qui vous demandez un typage HLA-B27, à 10 fibromyalgiques, il y en a un qui va revenir avec un B27 positif. Allez lui expliquer après, c'est rien, c'est normal que vous ayez un HLA-B27 positif. Pourquoi alors, docteur, vous me l'avez demandé? Ça m'a coûté une fortune, et maintenant vous me dites que c'est rien. Ça va pas, non?
Non, j'ai une maladie, comment elle s'appelle, spondylarthrite. Ben, donnez-moi le traitement de la spondylarthrite. Enfin, en France, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, l'idée, c'est le contraire. C'est pour ça que je dis attention. Aucune, en particulier polyanthésitique, moi, n'allez surtout pas, ne faites pas de typage HLA-B27 à une fibromyalgie et ne faites pas une échographie à une fibromyalgie. Encore faut-il savoir que c'est une vraie fibromyalgie, parce que le grand problème actuellement, et là on commence à faire des hospitalisations de jour, on en a de plus en plus, SPA ou fibromyalgie. Bien sûr. Donc, comment... Mais ça va être le cas de l'autre voilà, cas clinique, le docteur j'ai mal partout, SPA. Et si et dans ces cas-là, est-ce que c'est une polyanthésite, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais les anomalies, soit mécaniques, soit des petites à l'antenne, à l'échographie, c'est tellement fréquent. Je pourrais vous répondre que l'IRM, la spécificité de l'ODM sur l'IRM chez un jeune coureur. Oui, ça. Oui, mais ça, c'est des spondylarthrite axiales à la base. Oui. Ouais. Un jeune qui est essentiellement périphérique. Alors là où je vous suivrai, c'est vrai que l'IRM, il faut faire attention. L'image que je vous ai montrée, n'importe quel couillon peut dire qu'il y a du blanc. Il faut faire attention, c'est que si vous avez une tendinopathie chronique, vous avez 90% de la maladie qui est dans le tendon, mais il y en a 5% qui est dans l'os. Il y a quand même il y a une petite atteinte osseuse, et c'est vrai que si on a la même chose pour les sacroiliaques, la petite anomalie d'œdème sous-chondral toute petite à l'IRM, il ne faut pas en tenir compte, il faut que ce soit évident. Quel traitement proposez-vous? Alors toujours un autre rhumatologue libéral là. Le gars est arrivé là, il a 23 ans, il rentre dans votre idée comme ça là. J'ai mal au talon droit. Quand vous sortez, soit je vous fais des investigations, soit vous me donnez un traitement. Qu'est-ce que vous faites? C'est tout bête, hein? Hein? Qu'est-ce que vous faites? AINS? Ouais? D'accord. Semelles? Des semelles orthopédiques ou pas? Talonnettes? Ouais. Oui, non mais c'est ça, c'est bien. C'est juste... Alors je mets aucun, pourquoi? Parce que là, c'est pas quelqu'un qui vient vous voir comme ça. Là vous allez le traiter. Hein. Et vous commencez effectivement, d'habitude, le traitement, le 2, c'est on met au repos l'inflammation. Donc pour mettre au repos, c'est la talonnette. Et vous mettez un anti-inflammatoire et non stéroïdien. Hein. Alors il y a des gens c'est marqué partout, quand il y a des anthésites, de faire des injections locales de corticoïdes. Qui ici a infiltré une thalalgie inférieure d'anthésite de spondylarthrite? Inférieure. Qui a fait ça? Qui se les fait faire à soi-même? Ça fait vachement mal. Ça fait horriblement. Si vous le faites bien, ça fait horriblement mal. Donc si vous voulez faire une infiltration d'une anthésite inférieure, alors là peut-être que l'échographie ça aidera de faire une infiltration éco-guidée. Mais le mieux c'est d'abord d'endormir la plante du pied en endormant le tibial postérieur, donc vous mettez un peu de xylocaïne derrière, et 5 minutes après vous pouvez faire ça parce que honnêtement c'est une torture terrible. Est-ce que ça marche ou pas? J'en sais rien. Ça fait tellement mal que ça doit marcher. Mais c'est... Alors après, est-ce que dans les cas réfractaires, vous êtes sûr que c'est une spondylarthrite, ou est-ce que vous êtes sûr que c'est une anthésite? Est-ce que de donner des salazopyrine, méthotrexate est efficace? Aucune idée. Personne ne le sait. Est-ce que des biothérapies sont efficaces? Et là, je voudrais mettre l'accent sur une chose, c'est oui. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme l'atteinte axiale. Si les AINS ne marchent pas,
honnêtement, si vous avez un gamin de 19 ans, ça va vous paraître peut-être paradoxal, mais un gamin de 19 ans ou 18 ans qui est horrible, qui est comme ça fait 3 semaines qu'il n'en sort pas, on sait que l'évolution spontanée de la thalalgie va être l'amélioration. Sauf que si vous avez un gamin de 16 ans, 17 ans qui ne peut plus aller à l'école pendant 3 mois, parce qu'à cause de son talon, c'est couillon. Si vous lui mettez 3 mois d'anti-TNF, pouf, c'est vraiment, l'anthésite, elle est très sensible aux anti-TNF. Je trouve que c'est une niche, c'est rare d'avoir indiqué ça. Parce que là, vous savez à l'avance que vous allez pouvoir l'arrêter, l'anti-TNF. Ça ne va pas durer. Donc vous le mettez pour 3 mois, et au bout de 3 mois, je ne sais pas si vous avez le droit de faire ça au Maroc, on est hors AMM, on est hors tout, mais moi j'ai en tête, je dis ça parce que j'ai en tête un gamin de 16 ans qui était apprenti boulanger, et qui ne pouvait plus aller faire son stage d'apprenti boulanger. Je l'ai mis à l'imbrelle, et hop, le lendemain il courait. Au bout de 3 mois, il est revenu me voir. J'ai dit, maintenant, on a fait une tapering, on a diminué jusqu'à 0. Et depuis, il n'a plus mal. Enfin, vous savez qu'après, c'est le genre de gamin qui, à 16 ans, fait ça, et à 30 ans, va se faire des lombalgies, et il va faire... Mais au moins, il est retourné à l'école. Ça a coûté quoi à la société? Rien du tout. Puisqu'il a eu à peine 3 mois de traitement à plein pot, et puis ensuite 3 mois de traitement... Aujourd'hui, qu'il y a des biosimilaires d'étanercept, enfin, je ne sais pas quelle est la situation au Maroc, mais on en est presque à revenir au taux du méthotrexate. Pas l'imètre, pas les comprimés de méthotrexate, mais le nordimètre en France. Si vous donnez du nordimètre, vous savez, l'injection, le stylo, ça coûte 3 000 € par an. Et à l'heure actuelle, avec l'étanercept, on arrive à 4 000 € par an. Donc si vous faites ça sur 6 mois, c'est rien en comparaison aux autres traitements. Voilà. Donc cette observation, c'était essentiellement pour dire que sur l'arthrite, c'est vrai qu'il y a des critères de classification, c'est vrai que, mais il y a un danger à utiliser, abuser des critères de classification. Et n'oubliez pas que la simple sémiologie, ça peut suffire. Et souvent, c'est l'interrogatoire et l'examen physique, sans avoir à faire des investigations. Et au contraire, les investigations, on a le retour de bâton. C'est-à-dire que si jamais vous demandez une investigation et qu'elle redevienne, qu'elle montre quelque chose, de temps en temps, vous allez être tenté de traiter des fois un peu trop abusivement. Rien. Oui. Alors justement, quand vous avez un gamin de 16 et 17 ans qui vient, il y a peut-être ça qu'il faut aller vérifier, qu'il n'y a pas un problème de maladie osseuse, d'ostéochondrite ou de choses comme ça. C'est peut-être que là, dans le diagnostic différentiel, c'est la radiographie et de vérifier. Chez un gamin de 16 ans, à 23 ans, ça commence à devenir déjà un peu adulte quand même. Mais c'est vrai que c'est fréquent ce genre de choses. Quand on voit les malades à 27 ans ou 30 ans avec des lombalgies, souvent, on retrouve dans les antécédents à 14 ans, 15 ans, des fois même des Osgood-Schlatter, entre guillemets. En fait, c'était pas des Osgood-Schlatter, c'était des anthésites de la tubérosité tibiale antérieure. Mais bon, et à l'âge de 30 ans, ils commencent des rachalgies inflammatoires et on fait le diagnostic de spondyloarthrite. Ça aussi, ça peut arriver. Et c'est vrai que le diagnostic différentiel d'une anthésite, chez un jeune, c'est l'ostéochondrite. Qu'on appelle, ça dépend de la localisation, mais c'est vrai. Et dans ces cas-là, il faut faire des examens à visée osseuse. On revient toujours là-dessus, c'est l'os. S'il y a un diagnostic différentiel à cet âge, c'est dans l'os que ça va se passer. Que ce soit une fracture, que ce soit une ostéochondrite. Pardon, M. Dougados, concernant cette observation. Alors, on a le caractère discriminant de l'âge dans les lombalgies qui est dans les critères ASAS 40-45 ans. Là, vous avez brossé un tableau où c'est 23 ans. Et pour vous... est-ce que c'est la même chose que les lombalgies ou c'est plus jeune, 30, 35 ans? L'âge sur lequel vous iriez directement sur une spondylarthrite. C'est-à-dire le même tableau, vous avez fait une observation. Je pense que si c'est très jeune, je voudrais éliminer une ostéochondrite. Si c'est trop tard, 50 ans, ça va être l'épine calcanéenne, la pathologie mécanique du fascia plantaire. Mais à 30 ans, c'est très rare d'avoir, si c'est la thalalgie inférieure. La thalalgie postérieure, c'est bursite, anthésite ou tendinopathie d'Achille. Mais la tendinopathie d'Achille mécanique, elle est plus haute.
À l'examen physique, alors là c'est très important parce que alors là vous allez réveiller le malade à plat ventre sur la table d'examen, vous allez réveiller la douleur, d'abord soit voir que le tendon est asymétrique, mais il sera beaucoup plus haut. L'anthésite d'Achille, elle est très très basse. Elle n'a rien à voir avec le corps du tendon qui est beaucoup plus haut. Mais autrement, à 30 ans, si, c'est à peu près ça. Alors ça, c'est un truc, là, je parle au doyen de faculté de médecine, qui a appris à la fac ça. Motif de consultation, docteur, je viens voir parce que j'ai mal partout. Je crois qu'on l'apprend pas aux gens. Hein? Et si on ne l'apprend pas, vous pouvez passer 2 heures ou 3 heures en consultation avec ce genre de malade. Hein? Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un truc de dire, moi ce que je fais aux étudiants, c'est peut-être complètement débile ce que je vais vous dire, ce que je vais faire maintenant, mais d'avoir une checklist dans la tête, comme ça, votre consultation en un quart d'heure c'est fait. Et au Maroc, moi j'étais étudiante, puis ensuite jeune interne, on appelait ça, notre maître, le professeur Belbiche, qui était professeur de médecine interne et qui était doyen, appelait ça la kulshit, parce qu'en arabe kulshi, c'est tout. Donc j'ai mal partout, la kulshit. Il appelait ça la kulshit, avant qu'il y ait le terme de fibromyalgie. Le terme de fibromyalgie est apparu après. Mais la conception de kulshit, c'était un petit peu maladie psychiatrique, on n'en a rien à faire. Alors que là, c'est très important justement d'avoir la checklist et le raisonnement, et je pense que voilà, tout à fait. En tous les cas, de ne pas passer à côté. C'est comme je suis fatigué, j'ai de la fièvre, il y a quand même des... Mais autant la fièvre, j'ai l'impression que ça s'apprend, que la fatigue un tout petit peu. Alors la douleur partout, je suis pas sûr. Alors pareil, on va rester toujours dans le domaine un peu des spondyloarthrites. Pour moi, cette observation, c'est presque tous les jours qu'on en voit à l'hôpital. Hein. C'est donc une femme de 54 ans, vous êtes adressée par son médecin généraliste pour une suspicion de spondyloarthrite. Alors, ses principaux entiers sont les suivants. Il y a une histoire familiale de psoriasis. Elle est HLA-B27 positive. Alors, il y a peut-être là une différence entre le Maroc et la France. C'est qu'en France, n'importe qui peut demander le typage HLA-B27 et il est pris en charge. Donc, résultat... il y en a plein. Ici, vous êtes prémunis de ça, peut-être. Hein? De moins en moins. Donc, ils arrivent avec déjà le résultat du HLA-B27. Donc, il est B27 positif. Elle a fait une dépression nerveuse qui a nécessité un traitement médicamenteux il y a 10 ans, qui a été arrêté depuis 3 ans. Donc, vous dites, ça sent la fibromyalgie, même s'il y a du psoriasis, même si elle est HLA-B27 positif. Elle se plaint de douleurs diffuses, donc il y en a partout. Hein, docteur, j'ai mal partout, mais quand même, elle a vécu une fatigue extrême et des troubles du sommeil, ça rentre, vous dites, tiens, ça sent à fond la fibromyalgie, mais quand même, les douleurs prédominent sur les articulations, ou près des articulations, et chaque fois que vous la touchez, ça fait mal. Donc, il y a un autre rhumatologue qui avait été consulté 6 mois avant, avait évoqué le diagnostic de polyanthésite, en rapport avec les spondyloarthrite, parce que son ongle a du psoriasis, qu'elle est HLA-B27, et donc, il lui a dit, je vous mets aux AINS. Et comme les AINS ne marchaient pas, le rhumatologue, il y a 6 mois, a dit, on va essayer les anti-TNF. Comme elle a eu la trouille des anti-TNF, elle est allée voir son médecin généraliste, et le médecin généraliste demande un deuxième avis. Et c'est vous, le deuxième avis. Enfin, je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, c'est tous les jours, ça. Alors, d'abord, sur le cas de la question de polyanthésite, ça revient à l'observation précédente, donc on va peut-être aller un peu vite. Cette dame, quand elle vient, en fait, elle est persuadée qu'elle a une spondyloarthrite. Parce qu'enfin, quelqu'un lui a donné le nom d'une maladie somatique. Et un rhumatologue lui a dit qu'elle avait une polyanthésite. Et c'est ça qui motivait l'indication d'un traitement de TNF. Et que cette polyanthésite, non seulement elle existe, mais en plus elle est réfractaire au traitement conventionnel, à 2 AINS. Donc elle justifie l'anti-TNF. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'indication d'investiguer l'anthésite. Parce que si vous n'allez pas montrer à la patiente soit qu'elle n'a pas d'anthésite, soit qu'elle a une anthésite, vous êtes fichu. Mais on n'investigue pas n'importe comment. Ce que je fais, c'est que j'explique au malade, je les vois ça c'est très fréquent. Ça. Et voilà. Si vous avez une polyanthésite, votre rhumatologue il y a 6 mois, je ne vais pas aller contre, c'est possible,
Mais vous n'avez pas eu d'investigation pour aller voir si vous aviez un signe objectif d'anthésite. J'explique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les 10% dans le tendon, 90% dans l'os. Donc il doit y avoir des anomalies dans l'os. Donc, pour vérifier que vous avez une anthésite, on va faire un examen des os. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas un os. C'est tous les os. Hein? Et ça, comment faire? Hein? Et avant de faire l'examen, je me dis, voilà, je ne pense pas que vous ayez une polyantite, mais quand même, si vous avez une anthésite et qu'elle soit assez sévère pour résister à 2 anti-inflammatoires et assez sévère pour potentiellement discuter les anti-TNF, on va la voir. Si on n'en voit pas, c'est qu'il n'y en a pas et qu'il faudra chercher une autre cause. C'est pour ça que je vous ai posé ces 2 questions. C'est 1, éliminer le diagnostic de polyanthésite ou le confirmer. Et 2, si vous l'avez éliminé, rechercher une autre cause. Alors, pour moi, donc simplement pour dire qu'à l'examen clinique, tout ce qui est publié dans les scores d'anthésite, ça ressemble beaucoup aux scores publiés dans les points douloureux de fibromyalgie. Sauf au talon, quand vous connaissez bien le talon et la tubérosité tibiale antérieure. Là, c'est 2 localisations où on peut être plus en faveur de spondyloarthrite. La polyanthésite, c'est un petit peu comme tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir sur les discussions, et pour moi, c'est vraiment pas l'échographie qu'il faut faire, mais soit vous êtes riche, je ne sais pas si vous avez ça au Maroc, c'est l'IRM corps entier, donc qui va balayer tout le corps. Bon, ça existe à Berlin, en Allemagne, il y a eu des publications là-dessus, et c'est assez sensible, on voit quelque chose. Il y a un examen qui est très très simple dans ces cas-là, c'est la scintigraphie osseuse. Alors, attention au discours sur la scintigraphie osseuse. La scintigraphie osseuse, c'est quelqu'un qui a des lombalgies pour voir s'il y a une sacroiliite, c'est à mettre à la corbeille. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, et c'est très difficile à donc, pour rechercher une atteinte de la sacroiliaque, ça ne va pas. Et par contre, si vous avez une polyanthésite, vous devez voir quelque chose. Et ce que je dis aux malades, c'est qu'on va le voir, ça va être évident, votre truc. Et le plus souvent, il n'y a rien. Mais je suis obligé de faire cette scintigraphie osseuse pour essayer de convaincre aux malades, il n'y a rien. Parce qu'autrement, je ne vois pas comment vous allez, en tous les cas en France, comment on va faire pour éviter l'indication de l'anti-TNF. Est-ce que s'il n'y a rien, ça veut dire que vous êtes sûr, sachant que ici c'est une patiente qui a un HLA-B27, qui a un PSO, est-ce que si la scintigraphie est négative, ça veut dire automatiquement qu'on ne peut pas avoir? Est-ce que vous pouvez le confirmer? Alors, si c'est négatif, et si un médecin du service veut mettre en route des anti-TNF, il est libre de le faire. Enfin, on est hors AMM quand même. Hein. On est complètement hors AMM. Les médecins oublient ça souvent en France. Quand c'est hors AMM, ça veut dire que vous prenez une responsabilité dingue. Si le malade sort une tuberculose et qu'il en meurt, c'est la famille vous attaque et vous aurez du mal après parce qu'il n'y a pas de spondylarthrite. Hein. Il y a une anthésite HLA-B27 hein, et il n'y a aucune donnée dans la littérature. Hein. Son oncle. Oui, mais alors c'est pas pour ça que vous recevez l'anti-TNF. Donc, nous, dans ces cas-là, la procédure du service, c'est vous venez en staff, où il y a au moins 3 médecins, et on fait un compte-rendu, et on accepte ou pas. Et là, d'habitude, moi, mon truc, c'est de dire, ok, la scintigraphie osseuse est normale, l'IRM ne montre pas d'anomalie, l'échographie montre des petites choses, mais est-ce que toi, tu es, en tant que médecin, rhumatologue, tu es convaincu que la douleur, elle est qui est en faveur d'une non-thèse. Par exemple, s'il y a la tubérosité tibiale antérieure ou s'il y a la thalalgie inférieure, comme bien venons de voir, c'est vrai que c'est un petit argument. Dans ces cas-là, on prend une décision collégiale, on fait un compte-rendu qu'on met bien dans le dossier du malade, en présence du professeur machin, du docteur un tel, on a discuté de ce cas, et devant le côté réfractaire et difficile de ce, quand bien même on soit AMM, quand bien même... on propose aux patients de traiter pendant 3 mois. Et ça, mais j'en ai eu plein de ces malades-là. Et dans ces cas-là, c'est le patron qui s'y colle. À quoi? À la consultation 3 mois après. Oui. Parce que le jeu est le suivant. Ouais. Ok, madame. Allez, on tente. Ouais. Mais si dans 3 mois ça marche pas, et marche pas veut dire vous avez repris votre travail, vous ne prenez plus d'opioïdes, vous ne prenez plus d'antidouleurs, à ce moment-là, on continuera le traitement anti-TNF. Autrement, on ne le continuera pas.
Et cette consultation, au bout de 3 mois, c'était moi qui m'y collais. Pourquoi? Parce qu'elle est très compliquée. Parce que ce qui va arriver, c'est que la dame va venir en disant « Ah, ça va mieux ouais. ». Ah bon, ça va mieux? Et alors les médicaments, ah bah oui, j'en prends toujours. J'ai en tête une dame qui est rentrée dans mon bureau, oh docteur, merci beaucoup. Elle avait 45 ans. Elle me remerciait d'être sous, je sais plus quoi, Umbrel ou Humira. Elle était ravie de ce traitement. Mais je lui ai dit, ok, mais là, l'arrêt de travail. Ah ben je suis toujours à l'arrêt de travail parce que là je peux pas travailler. Hein. J'ai commencé à, c'est miraculeux ou c'est pas miraculeux? Si c'est pas miraculeux, c'était le deal. Hein. Vous reprenez votre travail. J'avais fait l'ordonnance de la poursuite d'Umbrel ou d'Humira, je me souviens plus. Quand je dis attendez là, non, je ne vous renouvelle pas votre arrêt de travail. C'est l'un ou l'autre. Soit je vous renouvelle l'arrêt de travail, soit je vous renouvelle l'Umbrel. Mais je ne fais pas les deux. Elle a préféré le renouvellement d'arrêt de travail, elle a arrêté l'Umbrel. Mais si vous n'êtes pas professeur public qui n'a aucun lien d'intérêt financier avec le malade, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que ces malades, il vaut mieux les passer. À un moment donné, il faut prendre une sanction, quoi. Hein. Où je me trompe, Bernard Hamor disait ça n'existe pas. La polyantésite comme ça, là, 54 ans, un truc comme ça, c'est pas de spondylarthrite. Et on est tous confrontés partout à ça. Et je ne sais pas si vous en avez, mais c'est là où vous êtes parti oui. Pour des années. Hein. Cette patiente, vous aurez, bien évidemment, elle a déjà une IRM des sacro-iliaques? Oui. D'accord. Oui. Alors, il faut faire attention. Je ne sais pas si je vais en parler tout à l'heure de ça. L'IRM des sacro-iliaques, il y a de plus en plus de littérature où ce que tu disais, c'est attention, la petite œdème, le tube machin, c'est pas une spondylarthrite. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà invité Jean-Denis Laredo de venir faire un topo sur l'IRM des sacro-iliaques, c'est un bijou, quoi, qui vous explique tous les gags qu'il peut y avoir. Alors là, la femme enceinte qui accouche par voie basse, faites surtout pas d'IRM dans l'année qui suit l'accouchement par voie basse. Si vous avez un truc avec un marathonien qui fait un jogging tous les matins, ça. Si vous avez quelqu'un qui a une pathologie au-dessus ou au-dessous des sacro-iliaques, après 50 ans, une coxarthrose, vous aurez une œdème des sacro-iliaques. Si vous avez des discopathies dégénératives, ça va influencer sur la sacro-iliaque. Donc faites très attention à l'interprétation des IRM des sacro-iliaques. Il y a de plus en plus de littérature là-dessus. Max, une question un peu parallèle mais pratique. Est-ce que tu as en tête des exemples de collègues rhumatologues, sans citer les noms évidemment, mais qui ont eu des ennuis judiciaires pour prescription de biothérapie hors AMM? Non, il n'y a aucun contrôle en France. D'accord. Pour le moment. Pour le moment, alors, attends, les ennuis judiciaires, ils pourraient venir chez nous, théoriquement, d'en haut, de nos autorités de tutelle qui vérifient la juste prescription. Donc ça, on pourrait avoir des sanctions, hein, en disant, ce qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, les biphosphonates administrés à des hommes, à l'époque, où on disait, il n'y a pas l'AMM. Et pour la sécurité sociale, c'était facile de regarder, de faire le lien biphosphonate sexe, puisqu'il avait l'information. Et comme il n'y avait pas d'indication chez l'homme, bon, ça s'est résolu après. Mais pour le moment, on n'a pas cette... Mais non, mais c'est l'autre côté. C'est-à-dire que ne jamais oublier que quand on donne un médicament, il y a toujours un risque de ce médicament. Et si vous avez un risque qui devient grave, vous êtes, en France, le nombre de procès intentés aux médecins augmente de manière exponentielle. Donc vous êtes pas, imaginez que cette femme, vous la mettiez et qu'elle fasse, je sais pas, un truc tuberculose et elle en meurt ou un truc comme ça, et que le mari vous attaque ou les enfants vous attaquent, il n'y a pas le sous-médical ne protégera pas le médecin français. À chaque fois, je répète ça aux gens parce que les médecins ont oublié ça. Ils ont oublié que hors AMM, c'est pas une faute, hein, mais la procédure dans le service, c'est collégial. Au moins, ça va couvrir un petit peu le médecin. Hein. Ah, ça, c'est la question vachement difficile. Et alors là, moi, j'ai une réponse. Je vais vous montrer sur la diapositive suivante ma réponse. Parce que cette malade, si vous voulez faire la SNT, vous dites, vous n'avez pas de polyantésite. Et alors, j'ai quoi, docteur? Et c'est bien gentil, j'ai pas de spondylarthrite, d'accord, j'ai compris, vous voulez pas que j'ai de spondylarthrite, alors dites-moi ce que j'ai. Ne me dites surtout pas que c'est la tête, hein. Parce qu'on m'a dit que c'était la tête, mais moi, c'est pas possible. Les douleurs que j'ai, c'est pas la tête. Donc je sais pas, est-ce que vous demandez des examens biologiques chez cette femme? À la recherche d'une étiologie de mal partout. Hein?
thyroïde. La réponse n'est pas évidente. Hein. Non. Quelle est la maladie somatique qui peut entraîner une sensation de docteur d'avoir mal partout? Pardon? Thyroïde? Ouais, donc, donc une étiologie hormonale. Ouais, hein? Ouais? Métabolique? Une maladie hormonale, maladie métabolique, maladie inflammatoire Sjögren. Hein? Non, mais en fait, je ne sais pas. Je vais vous donner, moi, ma recette de cuisine, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien ou pas. Ce que je fais, moi, j'explique, voilà, allez, on va y aller calmement. On va dire, il y a des maladies qui peuvent donner l'impression de mal partout. Alors, est-ce que vous prenez un médicament qui pourrait entraîner quelque chose? Et en France, à l'heure actuelle, surtout sur ce terrain-là, 54 ans, ça, c'est les statines. Donc, on vérifie que... La deuxième chose, c'est une maladie inflammatoire. Donc, on demande est-ce que vous avez la bouche sèche, ce truc, et facteur antinucléaire. Et enzyme musculaire, au cas, si jamais il y avait une polymyosite, mais c'est très très rare que la polymyosite se présente par docteur j'ai mal partout. C'est pas du tout la présentation habituelle. Moi, je mets les enzymes musculaires, je mets facteur antinucléaire, enzyme musculaire. Les maladies endocriniennes, il y en a deux qui ont été rapportées dans la littérature comme étant, c'est l'hypothyroïdie et la ménopause. Bon, l'hypothyroïdie, c'est la TSH. La ménopause, pour moi, c'est l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a une corrélation temporelle entre la symptomatologie douloureuse et la ménopause, en sachant que, normalement, c'est pas parce que vous trouvez une association temporelle que le traitement substitutif de la ménopause va arranger les choses. Ah d'accord, merci. Et en plus. Donc, et puis, aller faire des examens biologiques pour savoir si la femme est ménopausée, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Moi, par l'interrogatoire. La question, c'est que si jamais vous trouvez une association temporelle, ça a commencé, c'est vrai, ça a commencé juste avant ma ménopause, et puis ça s'est aggravé. Après, vous avez mis un truc là où c'est un peu... Si vous trouvez une hypothyroïdie, c'est facile. Si vous trouvez un Sjögren, vous n'avez pas réglé le problème. Vous déviez le truc. Mais si vous trouvez la ménopause, c'est une association temporelle, est-ce que c'est un argument pour discuter avec le gynéco d'une substitution hormonale pour essayer de voir, parce qu'il y a des données qui disent que quand on reprend la substitution hormonale, ça va mieux. Bon, mais c'est limite, hein. Les maladies métaboliques, alors ça, je pense que ce serait con de passer à côté, hein, en particulier l'hypophosphatasie, toute cause d'hypophosphorémie. L'hypophosphorémie, c'est elle qui doit fatiguer le plus, même dans l'ostéomalacie. La démarche, c'est la myopathie de l'hypophosphorémie qui est certainement responsable de la démarche en canard. Alors après, la grande question, c'est le déficit en vitamine D, parce que ici, vous avez montré ça plusieurs fois, c'est combien? C'est 40%, 50% de la population? 80% de la population qui est déficitaire en vitamine D. Bon, moi, je dose pas la vitamine D, j'en donne. Non mais, hein? Ça suffit pas? Donc il faut... Comment tu fais? Actuellement en France, le dosage il coûte 12 €. Et 12 € pour savoir l'Instagram de la peau qu'on a, là où on habite et comment on est. Et ça permet d'avoir la jauge et de pouvoir savoir combien on va donner pour la vie qui suit. Pour la vie ou pour les 3 mois? Pour la vie qui suit. On calcule la stratégie, on pourra en discuter après. Ouais. Et c'est très important. En tout cas, quand il y a un problème de santé. Là, on n'est pas dans la population générale. Oui, je comprends bien. Là, en plus, le problème, c'est qu'on n'a aucune donnée. Est-ce que la supplémentation en vitamine D, même une dose de charge de vitamine D, va pouvoir améliorer un état clinique? Non, mais là, c'est trop facile. C'est une femme, elle a 54 ans, elle a l'âge où on ne peut pas se permettre, s'autoriser comme femme d'être carencée. C'est strictement interdit d'être carencée chez une femme de 54 ans. Donc tu doses la vitamine D? Il faut le faire, ça coûte 12 €. C'est rien du tout. Et on ne sait jamais que si jamais, si tu mets une dose après de charge, quoi que tu fasses, en disant à la malade, on espère que ça vous fera du bien. Sur les douleurs, parce qu'elle vient pour des douleurs. Non mais c'est pas grave.
on lui dit c'est essentiel pour la vie musculaire, la vie cellulaire neurologique et les os. Et moi, je m'en fous, les os m'intéressent. Et je leur dis voilà, comme ça, il vous manque rien pour vos os de femme jusqu'à la mort. Et c'est tout. Oui, on a le même... J'ai bien compris, mais je me dis, et si ça peut vous aider pour la force musculaire et vous sentir mieux, ok. Mais moi, j'ai des preuves robustes pour 3 éléments. Combien ça coûte en France? Le dosage, c'est 12 € maintenant. 12 €. 12 €, franchement, une mauvaise pizza qui vaut rien, c'est plus cher. Donc, je voulais partager avec vous ça parce que, honnêtement, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais c'est ce que je fais. Ce qui me permet après de discuter. C'est-à-dire qu'on a pris au sérieux la malade. Et on a discuté avec elle, on a raisonné avec elle ce raisonnement-là. Pour arriver le plus souvent à la fin, bon, la vitamine D, elle va être déficitaire, donc on va lui en donner. La ménopause, on va discuter si on reprend un traitement hormonal substitutif. Et à la fin, on va trouver rien. Et après, je ne sais pas.